Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24. Le mondial de l'automobile ouvre ses portes à la presse aujourd'hui. Paris, comme tous les ans, devient donc la capitale de l'automobile, offrant une vitrine populaire d'un secteur redevenu prospère, mais en plein questionnement sur son avenir à long terme. La vague du numérique, les nouveaux services de mobilité, mais aussi le scandale Volkswagen, le réchauffement climatique et l'ubérisation des transports obligent les industriels à se remettre en question. On va en parler ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Flavien Neuvy, vous êtes économiste et directeur également de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Bonsoir. Bonsoir. En plateau également avec moi Yves Contasso, conseiller de Paris et du 13e arrondissement de Paris, président également de l'agence parisienne Climat. Bonsoir. Bonsoir. En plateau avec nous Gaël Brianceau, qui est journaliste à l'Automobile Magazine et qui va nous raconter un petit peu sa journée puisque vous avez été voir ce qu'il y avait aujourd'hui à l'automobile, au mondial de l'automobile. Et avec nous également Thomas Porcher, qui est professeur en marché des matières premières. Nous allons aussi aborder bien sûr la question du pétrole qui s'impose cette semaine pour de nombreuses raisons. Vous êtes aussi l'auteur de 20 idées reçues sur l'énergie. Bonsoir. Bonsoir. Alors juste avant de vous entendre, d'avoir votre avis sur l'avenir de l'automobile, de ce secteur, on va jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé aujourd'hui au mondial de l'automobile. Comment faire oublier le scandale des moteurs diesel truqués ? Une tricherie qui va coûter des milliards à Volkswagen. Alors aujourd'hui, un an après, la marque allemande opère un virage à 180 degrés. La voiture du futur sera encore plus propre, elle sera électrique. On va aller à fond sur l'électrique. À moyen terme, à long terme, on prévoit 30 à 50% de nos motorisations de nos modèles qui seront en motorisation électrique. On oublie le diesel alors ? Non, le diesel restera encore important. Je crois que le diesel récent aujourd'hui sont tout à fait propres. Pas encore enterré le diesel, mais il est devenu très peu vendeur depuis quelque temps. Au mondial, toutes les marques préfèrent se convertir au tout électrique, à l'instar de Renault. Aujourd'hui, je vous annonce le doublement de l'autonomie de Zoé. 400 km d'autonomie contre 240 pour la version précédente. C'était aujourd'hui la grande annonce de Renault. Opel prétend faire encore mieux avec son nouveau modèle, l'Ampera, produit en Amérique. On sait que l'anxiété de l'autonomie était un frein à l'achat de voitures électriques. Aujourd'hui, je pense qu'avec 500 km, on a une vraie solution qui permettra aux gens de penser à l'électrique comme une alternative au moteur thermique. L'avenir serait donc à l'électrique. On nous l'annonce depuis plus de 20 ans, mais cette fois serait la bonne. Il y a beaucoup de communication parce que c'est plutôt porteur. Communiquer sur le diesel aujourd'hui, plus personne ne le fait. Donc c'est porteur sur le plan de la communication, mais c'est aussi une réalité. Au cours des prochaines années, les ventes de voitures électriques devraient beaucoup augmenter à horizon 5 ans. Et la remontée des prix du pétrole pourrait aider. La plupart des marques prévoient un vrai décollage de l'électrique vers 2020. Flavien Neuvy, on le voyait dans ce reportage, des industriels de l'automobile qui cherchent à se réinventer et à montrer un nouveau visage. Et pourtant, le secteur n'est pas en berne. C'est plutôt, ce salon s'ouvre plutôt sur des bonnes nouvelles pour le secteur automobile pour l'instant. Oui, absolument. Il faut rappeler que le Mondial de Paris a lieu tous les 2 ans. En 2012, on était en pleine fermeture d'Aulnay, donc un contexte très difficile. En 2014, le marché européen était encore très faible. Et là, en 2016, pour l'industrie automobile dans son ensemble, ça va bien. On a le marché asiatique, en particulier marché chinois, qui est au plus haut. Aux États-Unis, pareil. Et l'Europe est repartie en croissance, ce qui bénéficie aux constructeurs européens et en particulier aux constructeurs français. Et on le voit d'ailleurs dans leur compte de résultats au premier semestre. Ça va plutôt bien, voire très bien. Mais par contre, il y a évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de défis à relever pour l'avenir. Et entre autres, ne serait-ce qu'une question d'image pour certains d'entre eux. Gaël Briançon, on l'entendait dans ce reportage, Volkswagen qui a besoin de se réinventer complètement pour parler au public. Absolument, parce que ça lui a fait quand même beaucoup de mal en matière d'image. Aujourd'hui, avoir un diesel Volkswagen et un diesel en général, c'est quand même assez mal perçu, alors que c'est quand même majoritairement le carburant préféré des Français. Donc changer cette image, c'est très difficile. C'est donc un mondial de l'automobile qui s'ouvre sur cette idée, Yves Contasso, que l'avenir n'est pas au moteur à combustion. Finalement, on parle de la voiture électrique comme étant la voiture de l'avenir. Est-ce qu'on est proche ? Écoutez, je ne crois pas que la voiture électrique prendra une grande part de marché avant encore très longtemps. Quand on regarde le nombre d'immatriculations, ça reste dérisoire. Et s'il n'y avait pas les flottes d'entreprises pour pousser le marché, ça serait encore pire. Je ne crois pas que ce soit ça. Le vrai enjeu, c'est qu'on est resté sur un concept qui n'a plus de sens en ville.
Une voiture, ça peut avoir un peu de sens pour faire des grands trajets, et encore, ça se discute. Mais en ville, ça n'a pas de sens. Vous voyez, la moindre voiture qui pèse une tonne 2 pour transporter 80 kilos de chair humaine. Enfin, en termes d'efficacité, on a rarement fait aussi mal en termes de rapport entre l'objet qui transporte et la personne transportée. Donc c'est sans doute que les constructeurs n'osent pas imaginer de nouveaux concepts radicalement différents, sans doute à mi-chemin entre la voiture, le scooter, etc., qui, effectivement, dans ces cas-là, changeraient les besoins en énergie. Pour Thomas Porcher, pour vous qui êtes spécialiste des énergies, on parle depuis très longtemps de ce basculement qui nous éloignera de l'essence, du diesel, du pétrole en général et qui nous amènera vers des énergies plus propres, l'électrique, etc. C'est très lentement qu'on avance. Des changements d'habitude, finalement générationnels aussi, dont on parlera ce soir, ont pas mal changé la donne, surtout dans les grandes villes occidentales, pas encore dans d'autres parties du monde. Dans les autres parties du monde, le monde émergent notamment. Mais on se doute que l'industrie automobile freine un peu cette volonté-là. Oui, moi je pense que c'est surtout qu'il n'y a pas de politique industrielle en fait. Il n'y a pas un chemin qui est ouvert par des politiques et qui permettent justement aux industriels de s'engouffrer dans ce chemin. Quand vous avez notre ancien ministre de l'économie qui dit qu'il ne faut pas faire la chasse au diesel, on voit clairement qu'il envoie un signal à nos industriels pour leur dire voilà, le diesel c'est encore quelque chose de bien et donc ne changez pas, ne vous renouvelez surtout pas, excusez-moi. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique, alors que s'il y avait une véritable volonté politique, on développerait des infrastructures pour permettre justement à la voiture électrique de se développer, on développerait plus de transports en commun pour justement casser la dépendance à la voiture, on ferait des politiques publiques de sorte que justement on ne soit plus autant dépendant, des voitures et des voitures à essence. Et c'est ça qu'il faudrait. Vous savez que par exemple Tesla Motors qui fait des voitures électriques, le gouvernement américain lui a donné 4,9 milliards de subventions directes et indirectes. Donc là, clairement, le gouvernement américain a choisi un gagnant, c'est Tesla Motors, et il va faire en sorte que Tesla Motors se développe. Ce n'est pas le cas en France. Pourquoi ne le faisons-nous pas en France ? Non, mais sur la voiture électrique, les choses avancent quand même. C'est-à-dire que même si ça reste extrêmement marginal, c'est vrai, c'est à peine plus d'1% des immatriculations. Les ventes progressent à 2 chiffres d'une année sur l'autre. Et dans un contexte, et là Thomas Porcher ne va pas me contredire, de prix de l'énergie, de prix du pétrole qui reste quand même globalement faible, sous les $50. On va voir combien de temps ça dure, parce que là il y a eu des annonces qui vont peut-être tirer les prix vers le haut. Mais malgré le prix du pétrole qui reste faible, on a des ventes de voitures électriques qui progressent. Donc on imagine que le jour où les prix du pétrole repartiront de l'avant, et ils repartiront un jour ou l'autre de l'avant, l'attractivité, la compétitivité, je ne sais pas comment le dire, de la voiture électrique n'en sera que renforcée. Je rappelle que le 100 km électrique, c'est à peu près 2 € de consommation d'électricité, alors que sur le thermique, on est à 3 à 4 fois plus. Donc selon vous, ça n'est qu'une question de demande, et cette demande évoluera. Elle évoluera. Il y avait un frein principal, et là, ça a été annoncé au mondial. On a des annonces qui sont spectaculaires, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais en tout cas spectaculaires en matière d'autonomie. Le frein principal pour les automobilistes aujourd'hui, c'était l'autonomie jugée trop faible, en disant 150 km, ça suffit pour les trajets du quotidien, pour le travail, mais si je dois partir en week-end, comment je vais faire ? Là, on va peut-être passer à 300 km, alors un peu moins en conditions réelles, 250. Les choses progressent, la technologie avance, donc moi je pense que l'avenir de la voiture électrique va progresser lentement, certes, mais en tout cas, je pense que les ventes vont progresser. Juste une question, est-ce que vous avez un chiffre ? Moi je ne l'ai pas, du nombre de gens qui ont besoin d'avoir une autonomie réelle, régulière, de plus de 200 km. Ah non, mais 80% aujourd'hui des Français font moins de 100 km par jour. Voilà, donc la voiture électrique répond à tous les besoins, en fait, en réalité. Voilà. Mais c'est l'aspect psychologique. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le problème, c'est pas un problème d'usage, c'est un problème de coût. C'est-à-dire que personne n'a les moyens d'avoir une voiture électrique pour aller la semaine au travail et ensuite le week-end faire des courses, et le week-end une voiture thermique pour avoir l'autonomie, la capacité de faire par exemple 800 km et revenir chez soi. Personne n'a 25 000 € à mettre uniquement dans une voiture électrique en deuxième voiture. C'est vraiment là le frein. Et les gens ont besoin de se déplacer sur de longues distances de temps en temps. Combien de personnes font 800 km dans un week-end ? Quand vous partez en week-end, même si vous avez besoin de faire... Vous avez des chiffres ou pas ? Monsieur, même si vous avez besoin de faire 300 km, qui est vraiment pas loin, 300 km avec une voiture électrique, c'est très compliqué parce que ça veut dire que vous n'utilisez, si vous faites ça l'hiver, le simple fait de mettre le chauffage dans une voiture électrique réduit l'autonomie de moitié. Donc il faut être conscient qu'aujourd'hui, les limitations techniques de la voiture électrique font qu'elles sont intéressantes dans un milieu urbain et sur les trajets relativement... Mais parce que vous raisonnez avec un ancien modèle. Je ne raisonne pas avec la propriété de la voiture. Oui, mais qui est celui qui est la propriété de la voiture. Et ce que je voudrais rajouter, tout à l'heure, vous disiez que nos voitures en ville n'avaient pas d'intérêt. Je suis sur le principe d'accord avec vous, sauf dans des cas particuliers. Oui, par exemple, une famille qui a des enfants en bas âge et qui a besoin le week-end
de se déplacer ne serait-ce qu'à 50 km de Paris, en train, c'est très compliqué. Comment vous emmenez les sièges enfants? Comment vous faites ceci? C'est pour ça qu'il y a des locations de voitures, qu'il y a de l'autopartage. Les locations de voitures, c'est très bien, mais le fait est qu'aujourd'hui, le plus pratique, moi j'ai des amis qui sont dans ce cas-là, c'est d'avoir une voiture d'occasion dans un garage. Et le week-end, c'est très simple. Je vais chercher ma voiture, elle est à 100 mètres de chez moi. Je mets les enfants dans la voiture et je pars en week-end et je reviens. Si les déplacements étaient limités malheureusement, si les déplacements étaient limités à ça, ce serait déjà un véritable progrès. En réalité, vous regardez, je suis d'accord avec vous que la dépendance à la voiture n'est pas la même quand on vit à Paris et quand on vit en province. Le taux d'utilisation de la voiture pour aller au travail est de 80% dans certaines régions en province, quand il est seulement de 14% à Paris. Mais quand bien même, vous regardez, la plupart des gens qui achètent des voitures à Paris n'achètent pas que des voitures électriques, alors qu'ils n'ont pas énormément besoin de la voiture. Donc il y a vraiment un problème d'ajustement, certes, je suis d'accord avec vous, de la demande du consommateur qui doit quand même supporter l'ajustement total, mais il y a aussi derrière un manque pour moi de volonté politique pour justement accompagner et alors cet justement, ajustement. vous qui œuvrez au niveau de la ville de Paris pour essayer de changer les habitudes, il y a eu pas mal de législation ces derniers temps, les berges de Paris qui deviennent, on ne peut plus plus circuler en voiture, on interdit les voitures au-dessus d'une certaine date de mise en circulation. En semaine. Quelles sont les difficultés pour vous? N'êtes-vous pas finalement confronté justement à un besoin psychologique de la part du consommateur de garder sa voiture et de pouvoir continuer à circuler comme il l'a toujours fait? D'abord, je pense qu'on est en train de basculer. La voiture était pendant des années d'abord un symbole de statut social. Il fallait être propriétaire. On existait à travers sa voiture. Aujourd'hui, et on le voit notamment dans les populations plus jeunes, c'est plus du tout ça. C'est devenu un objet fonctionnel. Et donc, ça change le rapport à la voiture. Et aujourd'hui, on est de moins en moins propriétaire. On est de plus en plus l'utilisateur d'une voiture, l'autopartage, le taxi, Uber, toutes les formes qui peuvent exister, Autolib, etc. Et donc, progressivement, on va changer. Si on regarde au plan strictement économique, c'est une preuve qui est indiscutable. Mieux vaut ne pas être propriétaire et quand on en a besoin, louer une voiture, prendre un taxi, ça coûte beaucoup moins cher que d'être propriétaire. Mais ça, c'est pas du tout, je dirais, évidemment, on a contre nous tous les lobbies automobiles qui ont envie et intérêt à vendre, mais c'est pas rationnel d'un point de vue économique. En ville, je dis bien en ville, bien sûr, dans les conditions d'Île-de-France. Deuxième problème, c'est que le fait que ce soit chaque commune qui puisse décider de sa politique en matière de déplacement, de stationnement, est un frein. Évidemment, là encore, ce que disait Thomas Porcher, il n'y a pas de capacité politique globale sur une agglomération comme le cœur de l'Île-de-France d'avoir une vision de moyen terme sur ce qu'on va faire. Alors, justement, sur cette question de changement générationnel, je regardais des chiffres tout à l'heure, ne serait-ce que pour le permis de conduire aux États-Unis, Dieu sait, on a besoin de sa voiture pour se déplacer. En 1983, 87,3% des jeunes personnes de 19 ans avaient leur permis, 69,5% en 2010. On voit qu'il y a un changement générationnel. Les jeunes n'ont plus besoin de conduire comme ils en avaient besoin avant. Il faut faire attention parce que ce que vous dites est vrai à Paris. Et il y a vraiment une spécificité en Ile-de-France parce que l'offre de transport alternatif est considérable. Enfin, je ne vais pas faire la liste, ce serait trop long, mais à Paris, un jeune étudiant qui va suivre ses cours tous les jours n'a pas besoin de voiture. Et c'est une bêtise que d'avoir une voiture tellement ça coûte cher. Mais par contre, quand vous êtes en province, dans une petite ville de province, je laisse Lyon de côté, Marseille de côté, où là aussi il y a une offre de transport collectif qui est performante, mais si vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler. Il y a ça, c'est incontournable. Mais c'est vrai que les choses évoluent. Alors le covoiturage sur les trajets interurbains, ça marche très bien. Il y a plus de monde dans une voiture, il n'y a plus qu'une seule personne, il y a plus 3, 4 personnes, ça marche très bien. Blablacar fonctionne très bien. L'autopartage, ça commence aussi à marcher. Mais il faut faire attention, il y a vraiment Paris d'un côté et puis le reste de la France de l'autre. Et ce qui changera sans doute la donne, on l'imagine, pour ceux qui ne sont pas dans des zones urbaines, ça sera une meilleure autonomie des automobiles, des véhicules qui sont électriques, une avancée finalement du secteur. Donc est-ce que pour essayer de capter ce marché-là, l'industrie automobile va suffisamment vite? Est-ce qu'elle est suffisamment inventive? Le problème, c'est le cœur du problème, c'est la capacité et réussir à augmenter la capacité des batteries, parce que ça fait quand même plus de 100 ans qu'on a la technologie électrique et malheureusement, ça progresse très lentement. Il n'y a pas vraiment de perspective à moyen terme d'une nouvelle technologie qui va doubler, tripler l'autonomie. Et ça, c'est un vrai frein parce que les autonomies annoncées, comme on a annoncé tout à l'heure Renault et Opel pour qui ont fait des gros progrès. Qui ont fait des gros progrès, mais le problème c'est que c'est un peu comme les fameuses consommations moyennes normalisées. C'est des choses qu'on peut reproduire en conduisant d'une certaine façon, en enlevant le chauffage, en enlevant la radio, en fermant les vitres. Voilà. On peut le reproduire en conduisant d'une façon vraiment économique, mais en vrai, quand on utilise sa voiture, on ne retrouve pas ces chiffres-là. Et quand vous avez, imaginons que la Zoé l'Ampera est effectivement
300 km réels d'autonomie. Et bien avec 300 km réels d'autonomie, vous faites un week-end pas loin de Paris si vous êtes citadin. Le problème, c'est qu'il faut sur place une infrastructure pour recharger votre voiture. Il faut savoir que recharger une voiture avec une prise normale, c'est-à-dire pas avec une prise rapide, ça va être entre 8 heures et 9 heures de charge. Alors ça peut être un soir, bien sûr. Le souci, c'est que si vous arrivez en vous disant « Ah, je suis un peu court », et si vous avez la chance de tomber sur une prise de recharge rapide qui vous permet de récupérer rapidement l'énergie, tout va bien. Mais sinon, vous pouvez très rapidement être aujourd'hui en situation difficile. Deux choses. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je trouve que les journées sans voiture à Paris, comme ça a été mis en place, sont des bonnes choses pour casser justement les habitudes comportementales. Et parce que les jeunes, c'est un fait, ont déjà passé le cap en termes d'évolution, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est bien de faire des journées comme ça pour justement réadapter un petit peu les comportements et se rendre compte que voilà, une journée sans voiture, c'est agréable parfois, qu'on peut faire autre chose, qu'on peut faire autrement, et casser son habitude de prendre son véhicule quand on n'en a pas besoin et qu'on vit à Paris. Maintenant, sur ce que vous dites sur les batteries, moi je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a probablement eu pas suffisamment de recherche qui a été fait. Et encore une fois, j'aimerais bien citer un chiffre. Le gouvernement américain a fait un prêt à Tesla garanti, un prêt donc public garanti de 460 millions de dollars pour de la recherche sur sa batterie. Donc, vous voyez, est-ce que nous... Chez nous, ça a manqué. J'ai pas l'impression... Alors, on a la prime, quand même, le bonus écologique sur la voiture électrique. Mais c'est 6 000 euros plus 4 000 euros de super bonus. Alors, ça aide les ventes. Je vais vous arrêter là et on va y revenir dans la deuxième partie du débat. Ça sera dans 2 minutes. À tout de suite.